très heureux de me retrouver devant vous ce matin. Je veux vous remercier pour vos propos introductifs, Monsieur le Président, et pour votre présentation. À l'écoute des différentes fonctions qui sont aujourd'hui les miennes, je me dis combien j'ai la chance d'être particulièrement bien entouré pour pouvoir exercer l'ensemble de ces responsabilités, même si ces responsabilités que vous avez rappelées sont liées à ma fonction principale de premier président de la Cour des comptes. Si je préside le Conseil des prélèvements obligatoires, le Conseil supérieur de la Cour, des chambres régionales des comptes, et puis du Haut Conseil des finances publiques, c'est du fait de ma fonction de premier président de la Cour des comptes française. Alors, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les Cours des comptes algériennes et françaises arrivent au terme d'un jumelage de 2 ans, au cours desquels des liens très étroits et fructueux ont été tissés. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de nous exprimer à ce propos cet après-midi. Et ma venue à Alger s'inscrit dans le cadre de la clôture de ce jumelage et je me réjouis qu'elle me donne l'occasion d'échanger avec vous sur un sujet qui me tient effectivement particulièrement à cœur, vous l'avez rappelé. Si la portée et les résultats de la loi organique relative aux lois de finances sont au cœur de mes préoccupations, c'est pour 2 raisons que vous avez également évoquées, Monsieur le Président. D'une part, bien entendu, parce que la LOLF a fait du souci, de la préoccupation de la performance de l'action publique, de l'utilité de chaque euro dépensé, le principe et le fondement de la gestion publique. Et que sa bonne application est donc centrale pour la Cour des comptes que je préside. Et je veux rappeler d'ailleurs que la Cour des comptes, à l'instigation de son premier président de l'époque, Pierre Jox, avait contribué aussi par sa réflexion à l'élaboration de la proposition de loi que j'avais déposée de mon côté à l'Assemblée nationale. Et d'autre part, parce qu'avec Alain Lambert, alors président de la Commission des finances du Sénat, et alors que j'étais député et rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, j'ai été à l'origine, vous l'avez rappelé, de la proposition de loi qui a donné lieu à la loi organique. Alors, mon appréciation des résultats obtenus 17 ans après l'adoption de la LOLF française est donc nourrie par un double regard, un double point de vue. Alors qu'un projet de loi organique relatif aux lois de finances algériennes a été adopté en Conseil des ministres, je crois en mars dernier, je voudrais aujourd'hui vous faire part de quelques éléments de bilan et de perspectives. Et ensuite avoir l'occasion d'échanger avec vous à travers les questions que vous pourriez poser. Pour intervenir devant vous, qui serait amené à prendre part très bientôt soit au vote de la loi, soit à la conduite de l'action publique, puisque nous sommes ici à l'École nationale de l'administration, et à endosser de fortes responsabilités, revêt en effet un sens particulier, car l'une des premières ambitions de la LOLF française était de modifier les réflexes, les pratiques des gestionnaires publics, en orientant leur action vers la recherche de l'efficacité et de l'efficience, mais aussi en leur laissant les marges de manœuvre, l'autonomie nécessaire à la prise d'initiatives vertueuses et aux réformes réussies. Les gestionnaires publics sont des acteurs centraux essentiels du dispositif global d'une action publique performante. Et à partir du moment où il y a action publique, et c'était un des objectifs de la LOLF, on doit faire rimer action publique et bien sûr efficacité, efficience, performance de cette action publique. À partir du moment où un euro public, un euro est dépensé, on doit le faire avec le maximum d'efficacité et d'efficience. Et pour vous faire part de ces éléments de retour d'expérience, je structurerai
brève intervention autour de deux messages. Tout d'abord, les énergies se sont concentrées il y a 17 ans pour mener à bien l'adoption de la nouvelle constitution budgétaire, qui est la LOLF française. De nombreux succès sont à mettre à son actif, mais force aussi est de constater que sa mise en œuvre s'est avérée sous certains aspects décevante. Et du coup, notre expérience peut vous être très utile pour peut-être éviter un certain nombre d'erreurs que nous avons pu commettre ou d'insuffisances que nous pouvons constater aujourd'hui, qui tournent autour de deux choses. Le Parlement, je crois, s'est encore insuffisamment emparé des possibilités qu'offre la LOLF, et son esprit a quelque peu soit été oublié, soit détourné par l'exécutif ou par les gestionnaires publics eux-mêmes. Alors, mon deuxième message est un message aussi d'espoir et d'espérance, c'est que des pistes d'amélioration, bien sûr, ou de correction existent, qui pourraient permettre de revenir à l'esprit initial du texte, d'en tenir toutes ces promesses, et bien un certain nombre, d'ailleurs, de projets qui sont actuellement soumis à la réflexion à la fois de l'exécutif et du Parlement français. Alors, depuis 17 ans, les succès à mettre à l'actif de la mise en place de la LOLF sont indéniables et nombreux. Je pense tout d'abord à l'amélioration de la qualité de l'information transmise par le gouvernement au Parlement. Et nous avons déjà oublié en France, parce que cela nous semble déjà un autre siècle, combien, avant la LOLF, l'information budgétaire donnée au Parlement était défaillante, difficilement compréhensible, lisible. Quand on relit un certain nombre de documents budgétaires avant LOLF, on est même surpris de voir combien ces documents étaient très peu lisibles. La présentation des crédits par nature de dépenses, les dépenses d'intervention, les dépenses de personnel, les dépenses d'investissement, et non par destination, privait la représentation parlementaire de la capacité à mettre en relation les objectifs de politique publique avec les moyens qui étaient consacrés aux administrations. Par ailleurs, le cadre de gestion prévu par l'ordonnance de 1959, qui encadrait la procédure budgétaire avant la LOLF, était extrêmement rigide et insuffisamment responsabilisant pour les gestionnaires. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, il y a eu des projets pour modifier l'ordonnance. C'est au bout de la 36e tentative, en fait, que nous avons réussi à réformer l'ordonnance de 1959. Et depuis 2006, en application de la LOLF, la présentation du budget de l'État est faite d'une manière totalement repensée. Elle repose sur l'identification de grandes missions correspondant aux grandes politiques publiques, déclinées en programmes qui sont eux-mêmes déclinés en actions, le tout étant assorti d'objectifs et d'indicateurs de performance. C'est peu dire que cette nouvelle architecture a rendu bien plus lisible pour la représentation nationale comme pour les citoyens la destination et donc le sens réel des crédits à allouer. Plus lisible pour le Parlement et les citoyens, mais également plus souple pour les gestionnaires. Au sein de l'enveloppe limitative votée par le Parlement, pour chaque programme, le responsable de programme prévu par la LOLF peut en effet modifier la répartition des crédits en fonction de l'évolution des besoins, sans toutefois pouvoir augmenter les montants alloués aux dépenses de personnel. C'est le principe dit de fongibilité asymétrique qui visait à redonner des marges de manœuvre fortes aux gestionnaires tout en respectant l'impératif de maîtrise des dépenses. Autre aspect majeur de la LOLF, la réforme des comptes de l'État. L'article 27 de la loi organique prévoit en effet que l'État tienne à la fois une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de ses opérations. Et qu'il mette double comptabilité, effectivement, et qu'il mette également en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts de ces actions. Alors,
c'est en particulier la mise en place de la comptabilité générale qui a permis de bénéficier d'une vision plus complète du patrimoine réel de l'État en mesurant ses investissements, ses amortissements, provisions, stocks, ce que ne pouvait faire, ce que ne fait pas la comptabilité budgétaire. En prévoyant par ailleurs un déploiement du contrôle interne au sein des ministères, la LOLF a permis de développer l'analyse des risques et in fine d'améliorer sensiblement la gouvernance financière de l'État. La dynamique de modernisation insufflée permise par la LOLF a enfin donné lieu à d'autres avancées notables que je ne pourrais toutes évoquer aujourd'hui. Je pense en particulier à la professionnalisation de la fonction financière au sein des ministères ou à la création ou au rehaussement de la fonction des secrétaires généraux des ministères, entre autres. Alors, pourtant, il y a des motifs d'insatisfaction, de déception, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, d'ailleurs à plusieurs reprises, même si nous plaçons encore dans la formidable énergie modernisatrice que la préparation, le vote, le début de mise en œuvre de la LOLF avait suscité, il reste quelques points de déception. Je vais me concentrer sur deux d'entre eux, qui montrent que la mise en œuvre s'est parfois éloignée de l'esprit initial du texte. Alors, le premier motif de déception porte sur la façon dont le Parlement s'est encore insuffisamment emparé de la loi organique. Vous le savez en effet, cette dernière avait à la fois pour objectif de passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Ça concernait essentiellement le fonctionnement de l'État. Et c'était également l'autre objectif de renforcer très sensiblement les pouvoirs budgétaires du Parlement. À travers à la fois une plus grande transparence, mais également une capacité de contrôle et d'évaluation plus grande de la part du Parlement. Et dans cette perspective, l'article 57 de la LOLF a précisé, élargit sensiblement les pouvoirs d'investigation des commissions des finances, de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation de toutes questions relatives aux finances publiques. L'article 58, quant à lui, a prévu les moyens d'une assistance accrue de la Cour des comptes au Parlement. Enfin, l'article 51 a créé les projets annuels de performance qui font état, pour chaque programme, des objectifs visés, des indicateurs associés, et la comparaison de ces projets avec les rapports annuels de performance a vocation à permettre aux parlementaires de constater les résultats effectifs de l'action publique au regard de ces objectifs et de ces indicateurs. La loi organique était donc porteuse d'une rénovation très profonde du rôle du Parlement en matière budgétaire. Appuyée sur une information à la fois plus large, plus précise, la représentation nationale était supposée promouvoir une démarche continue de performance en analysant systématiquement les résultats obtenus par les politiques publiques, en tirant les conséquences dans le vote des crédits. C'était tout le sens, c'est tout le sens du chaînage vertueux mis en place par la LOLF. Alors cette rénovation est restée encore insuffisante au niveau du Parlement, et deux phénomènes particuliers en témoignent. D'abord, l'insuffisante utilisation de l'information utilisée par le Parlement. Cette information a été largement augmentée, c'est indéniable. Les documents budgétaires adressés désormais au Parlement à chaque étape de la procédure législative sont à la fois plus complets, plus clairs, plus précis. La représentation nationale sait également pouvoir compter sur les travaux de la Cour des comptes, et parmi ceux-ci figurent les rapports annuels sur l'ensemble des finances publiques, sur les différentes composantes de celles-ci. Nous présentons un rapport sur l'exécution du budget de l'État, sur N-1, sur la sécurité sociale, sur les collectivités territoriales. Nous faisons également des rapports de certification des comptes de l'État et de la sécurité sociale, et nous avons un rapport
sur la situation et les perspectives des finances publiques qui, à partir de la situation des finances publiques sur une année donnée, trace quelques perspectives de ces finances publiques sur les 2 ou 3 années à venir et comprend des éléments de comparaison avec la situation budgétaire et financière d'autres pays, notamment de l'Union européenne. Et puis nous fournissons aussi de nombreux audits de performance et d'évaluation de politique publique. En tout, la Cour des comptes adresse au Parlement près d'une centaine de rapports par an. Alors, ces mines d'informations ne sont pas toujours utilisées comme elles pourraient l'être, c'est-à-dire comme de véritables outils d'aide à la décision pour orienter les décisions d'allocation des dépenses publiques. La matière est là, demande bien sûr à être exploitée, étant entendu bien sûr que la décision revient toujours aux représentants du suffrage universel. Les Cours sont là pour faire des constats, les faire partager, autant que faire se peut, de formuler des recommandations, mais bien évidemment la décision revient au pouvoir politique. On n'est pas dans un gouvernement des juges. Bon, c'est au pouvoir politique auquel il revient d'arbitrer et de décider. Et si cette matière est encore insuffisamment exploitée, c'est en grande partie parce que la procédure budgétaire elle-même n'a pas encore tiré suffisamment profit de cet esprit de la LOLF qui invitait à s'intéresser davantage aux résultats qu'aux moyens déployés. Au contraire, cette procédure budgétaire reste un exercice très largement formel qui se concentre toujours bien plus sur les annonces que sur les résultats effectifs des politiques publiques. Et pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à observer l'écart entre le temps passé en France, chaque automne, à examiner les lois de finances initiales, c'est-à-dire les intentions, en fait, pour ne les modifier plus souvent d'ailleurs qu'à la marge, et celui qui est consacré à l'examen de la loi de règlement au printemps, ce dernier est souvent expédié en quelques jours, voire en une journée. Or, la réalité d'une politique budgétaire s'apprécie davantage aux résultats, bien sûr, qu'aux intentions exprimées. D'où l'importance à consacrer beaucoup plus de temps à l'exécution, aux résultats, qu'à la présentation de lois de finances initiales. D'ailleurs, beaucoup de pays consacrent beaucoup plus de temps à l'exécution, à l'analyse des résultats, qu'à l'examen des lois de finances initiales. Alors je crois qu'aujourd'hui en France, aussi bien du côté de l'exécutif, du président de la République, comme du Premier ministre, que du côté du Parlement, il y a cette prise de conscience qui a été qui est faite. Il y a un projet de réforme constitutionnelle qui a été présenté très récemment par le gouvernement français, et je ne peux que me réjouir de constater que ce projet, d'ailleurs, prévoit un rééquilibrage de la procédure budgétaire au profit du contrôle de l'exécution des textes votés et de l'appréciation de leurs résultats effectifs. La loi de règlement deviendrait le temps fort de cette phase de contrôle. Le président de la République a évoqué d'ailleurs devant la Cour lors de notre audience solennelle de rentrée la possibilité de tenir un printemps de l'évaluation et de l'organiser en tant que tel au niveau du Parlement pour que davantage de temps soit consacré aux résultats et à l'analyse de ces résultats, et je forme bien sûr le vœu que ce rééquilibrage s'accompagne d'une meilleure utilisation de l'information préparée et transmise au Parlement à cette fin. Du côté du Parlement aussi, il y a cette prise de conscience. L'initiative récente a été prise par les présidents des commissions des finances et des affaires sociales avec des représentants de l'ensemble des groupes politiques qui sont présents au niveau de l'Assemblée nationale pour que, dès l'examen de la du prochain projet de loi de règlement, c'est-à-dire dès le mois de mai et juin prochain, il puisse y avoir un temps
plus important consacré à l'analyse des résultats, consacré notamment au rapport que fait la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'État, qui non seulement présente un rapport de synthèse, mais également un rapport sur chacune des missions, chacun des programmes de l'ensemble des ministères, à la fois sur l'exécution budgétaire et puis sur les premiers éléments de performance à partir des indicateurs qui sont repris dans les rapports justement d'exécution. Deuxième motif donc là il y a espoir. Je dirais que ce volet de renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement prenne une nouvelle dimension, une dimension supplémentaire à l'occasion de ces réformes. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de changer les textes. Bon, peut-être qu'il faut ajuster quelques dispositions de la Constitution, mais il n'y a pas besoin de changer énormément de textes, puisque le Parlement peut bien sûr s'organiser comme il le souhaite, et il dispose de tous les moyens et de tous les pouvoirs de contrôle de l'action du gouvernement, et la Cour des comptes l'assiste, bien sûr, dans cette mission. Le deuxième motif de déception que je peux partager avec Alain Lambert, c'est l'insuffisante responsabilisation des gestionnaires publics. Les grandes modernisations sont souvent portées au sein de la sphère publique par des réformateurs courageux, dont je salue chaque fois que je le peux l'énergie, l'engagement, mais trop souvent, ces derniers ne sont pas en mesure d'aller jusqu'au bout de leurs initiatives, car ils ne disposent pas des marges de manœuvre et d'une autonomie suffisante. Et pourtant, l'un des objectifs majeurs de la loi organique était précisément de permettre aux gestionnaires publics, qu'il s'agisse des ministres, je me souviens à l'époque de ce que je disais, chaque ministre doit se comporter lui-même comme son propre ministre des Finances au sein de son ministère, des dirigeants d'établissements publics ou de ceux à qui ils délèguent leur crédit, de donner le meilleur d'eux-mêmes grâce au dépassement de certains réflexes bureaucratiques et centralisateurs. Et plus de 15 ans après le vote de cette loi, force est de constater qu'en l'absence de choix politiques clairement exprimés, voter la technique du rabot où les contrôles a priori continuent de tenir lieu d'alpha, d'oméga du pilotage budgétaire, primant sur celle de la contractualisation avec des gestionnaires publics maîtres de leurs moyens. On a encore, on peut comprendre, il y a des circonstances atténuantes de la part du ministère de l'économie et des finances de raisonner ainsi, compte tenu de la situation budgétaire de notre pays et des procédures de déficit excessif dans lesquelles nous étions au niveau de l'Union européenne. Nous allons en sortir désormais. On peut comprendre que le ministère de l'économie et des finances voulait à tout prix maîtriser les choses. Quand vous voulez trop les maîtriser, vous finissez par ne plus laisser suffisamment d'aide aux responsables publics, aux gestionnaires publics, et quand vous les déresponsabilisez, ça ne peut pas donner de bons résultats. Et d'ailleurs, force est de constater que dans la durée, cette situation est loin de s'être montrée profitable pour la maîtrise des dépenses publiques françaises. Je rappelle en effet que le budget de l'État français est déficitaire depuis 1974. Bon, ça fait quand même 44 ans. Donc, par contre, l'espoir de retrouver un certain équilibre peut exister au niveau de l'ensemble de nos comptes publics d'ici la fin de ce quinquennat, si, encore faut-il que tous les engagements soient et à laquelle nous appelons encore aujourd'hui, et nous avons eu l'occasion de tenir aussi ce message, ce discours auprès du président de la République et du gouvernement comme du Parlement, parce que je crois indispensable d'insuffler réellement dans les pratiques budgétaires françaises l'esprit de confiance et de liberté qu'avait cherché à promouvoir la LOLF
Alors bien sûr, il ne faut jamais s'arrêter à ce type de déception, car des pistes d'amélioration existent, elles sont d'ailleurs contenues dans la LOLF, et nous pourrions revenir très facilement à l'esprit initial du texte et d'en tenir les promesses. Je crois en effet possible, souhaitable, de promouvoir quelques évolutions simples, structurantes. Ayant déjà évoqué les avancées en cours en faveur d'une révision de la procédure budgétaire, je me concentrerai sur deux de ces évolutions. La première vise à répondre aux défauts de responsabilisation et de confiance envers les gestionnaires publics. Des expériences intelligentes de contractualisation avaient été imaginées au début de la mise en œuvre de la LOLF. De telles options qui permettent d'intéresser les programmes budgétaires à la réalisation d'économies ou de réformes structurelles avaient pu être promues par les gestionnaires eux-mêmes. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut les soutenir, les encourager, plutôt que d'opposer les budgétaires et les ministères dépensiers. Je crois à l'instauration d'une démarche partagée, fondée sur moins de défiance et de court-termisme d'un côté, plus de responsabilité et de continuité dans l'effort de l'autre. D'autant, d'ailleurs, que souvent cette procédure amène les uns et les autres à ne pas toujours tout dire, et à cacher un certain nombre de choses. Bon, les uns et les autres peuvent arriver à se mentir. Bon, un ministère dépensier a tendance à présenter une dépense plus en augmentation qu'elle pourrait l'être, et puis au niveau du ministère de l'économie et des finances, il a tendance justement à prendre en compte justement cette surestimation de la dépense et à proposer une dépense encore moins importante. Donc c'est rétablir de la sincérité, y compris, et de la confiance dans les échanges, est quelque chose de tout à fait indispensable. Et puis je crois qu'il est possible et souhaitable de faire en sorte que cela paie d'être performant, et qu'il est possible, souhaitable que l'audace des gestionnaires publics soit récompensée, non seulement en termes de rémunération et de carrière, mais aussi par la reconnaissance accordée à ceux qui innovent, proposent, expérimentent et prennent des risques. Et là, je crois qu'il est très important d'intéresser les administrations aux résultats, de faire en sorte qu'elles puissent en être pour partie bénéficiaires, dans l'optique gagnant-gagnant pour les uns et les autres. Et le pilotage des talents publics, de celles et ceux sans qui les grandes réformes ne se feront pas, est encore trop balbutiant, et les démarches consistant à identifier, à animer un vivier des hauts potentiels du secteur public, développées d'ailleurs depuis quelques années, sont à saluer. Elles vont dans le bon sens, il faut les accentuer, les systématiser, les rendre irréversibles, et c'est plus largement toute la gestion de l'encadrement qui doit être remplie de sens par l'attention accordée, j'insiste à nouveau là-dessus, aux résultats effectifs obtenus par les cadres dirigeants, à leur engagement personnel, à leur force de conviction et d'entraînement. Nous avons un vrai défi dans notre pays, et c'est le rôle de la Cour, de le faire observer et de le pointer, qui parfois a dérangé. La Cour des comptes est faite pour cela, le Président, bon, et de rendre public d'ailleurs ses travaux pour que chacun puisse en prendre conscience, à la fois au niveau des décideurs politiques et puis au niveau des opinions publiques. Nous avons trop souvent un décalage entre le niveau de nos crédits publics et les résultats que nous mettons au regard du niveau de ces crédits publics. Quand nous faisons des comparaisons, très souvent nous sommes parmi les États qui dépensons le plus pour telle ou telle politique publique. En revanche, nous ne sommes pas toujours parmi ceux qui obtenons les meilleurs résultats au niveau de l'exécution, de l'efficacité, de l'efficience des politiques publiques. Donc nous avons quelques marges de progrès. Je pense que nous pouvons avoir une action publique plus efficace, plus efficiente, sans obligatoirement dépenser plus que nous dépensons déjà. Parce que tout n'est pas... C'est pas facile parfois à faire comprendre, aussi bien aux décideurs qu'aux l'opinion publique, que tout n'est pas qu'une question de moyens. Bon, c'est aussi une question d'organisation,
de fonctionnement, de répartition des moyens sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, il faut essayer de faire prendre conscience de cela, et on peut d'autant plus facilement y arriver qu'on s'intéresse aux résultats et qu'on donne la priorité justement à l'exécution plutôt qu'à la déclaration d'intention. Voilà ce que je souhaitais vous dire, vous exprimer, à vous qui serez bientôt à la manœuvre, à vous sur qui reposera la recherche quotidienne justement de la performance de l'action publique, de l'efficacité de la dépense. Si vous le souhaitez, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à quelques-unes de vos questions. Merci en tout cas de votre attention.